Hello there. Hey, bonjour à tous, c'est Mers. Je suis avec vous dans cette 10e semaine du cours de serveur web, encore une fois à distance. Cette semaine fait vraiment là, une différence avec les autres semaines parce qu'on va terminer la partie sous Linux, la partie avec PHP et toutes les petites choses qu'on a vues depuis le début de la session. On va terminer la matière là-dessus, puis on va commencer la nouvelle matière sous un serveur Windows. Donc, je commence par ma première petite partie. Je vous parle du XML. On va faire une petite démonstration avec XML et PHP. Ensuite de ça, on commence la partie du serveur Windows. Donc, cette semaine, c'est la matière de cette semaine. Vous allez avoir encore du temps pour travailler sur votre projet web. Je vais placer un nouveau petit laboratoire à faire sur le XML. Par contre, je ne le ramasserai pas, il ne comptera pas pour des points. C'est tout simplement pour se pratiquer parce que la matière de cette semaine va faire partie de l'examen final à la fin de la session. Donc, très important même si la matière semble différente, de quand même la considérer pour l'examen final en fin de session. Donc, je commence la matière d'aujourd'hui. Comme toujours, les notes de cours et le laboratoire vont être disponibles sur Léa. Donc, vous allez pouvoir aller chercher les notes de cours sur Léa, ainsi que le laboratoire cette semaine, qui va être plutôt un exercice parce que je ne le ramasserai pas, il ne compte pas pour des points. Donc, cette semaine, je vous parle du XML. Le XML, pour faire une petite distinction avec ce qu'on a vu depuis le début de la session, ça va nous permettre d'enregistrer des données. Par contre, au lieu de les enregistrer dans un système de gestion de base de données relationnelle, on va tout simplement enregistrer des données dans un fichier texte. Ce fichier texte-là, c'est un fichier XML qui n'a pas vraiment d'allure physique, d'apparence. C'est juste un fichier texte. On va être capable de l'ouvrir, par contre, avec un navigateur. C'est un fichier qui va être probablement plus léger qu'une base de données relationnelle. On n'aura pas de requête officiellement à faire, à part que pour faire afficher. C'est inspiré un petit peu du HTML parce qu'on va utiliser des balises comme dans un fichier HTML. Mais ces balises-là, par contre, la plupart des balises, c'est nous autres qui va les inventer. Donc, on va créer une espèce d'architecture, une espèce d'arborescence avec des balises qu'on va ouvrir et qu'on va fermer. Puis à l'intérieur, on va mettre des données qu'on veut enregistrer. Le XML, est inventé surtout parce que ça fait des fichiers qui sont légers, des fichiers texte que n'importe quelle machine peut lire. Même les navigateurs web d'aujourd'hui sont tous capables de lire des fichiers XML. Donc, on va créer des fichiers XML pour enregistrer des données, mais ça ne sera pas des données relationnelles. Donc, ce ne sera pas quelque chose de complexe comme on a fait avec MySQL dans la première partie du cours. On va tout simplement enregistrer des petites données dans un fichier texte XML. Puis ensuite de ça, on va apprendre comment les faire afficher de façon un peu plus flashy, qu'on va être capable de mettre des couleurs, puis des tableaux, puis des choses comme ça. Mais sinon, ce que je vous demande pour la préparation de l'examen final, c'est au moins de connaître les fichiers XML, au moins être capable de créer un fichier XML, puis ensuite de ça, on va être capable de l'utiliser. Donc, première des choses, un fichier XML, tout simplement, là, les deux premières lignes qui sont en grâce ici, on peut tout simplement copier-coller ces fichiers-là. Il y a juste la partie href qu'on va pouvoir utiliser pour faire un petit affichage qui va être un petit peu mieux. Donc, tout le reste, c'est nous autres qui va le créer, dans le fond, dans le fichier XML. Le fichier XML, il est utilisé dans un paquet d'éléments. Quand on a besoin d'enregistrer des données, que ce ne soit pas lourd, qu'on n'a pas besoin de système de gestion de base de données. Donc, exemple, dans un lecteur MP3, un téléphone cellulaire, souvent vos préférences, vos listes de lecture vont être enregistrées dans des fichiers XML. C'est transparent. Souvent, on n'a même pas besoin de voir le fichier XML, mais c'est le format qui est important. C'est un fichier texte. Ça ne prend pas d'espace. Puis, on peut enregistrer des données là-dedans. Donc, mon premier exemple, c'est pour faire référence justement à certains lecteurs MP3 qui utilisent des fichiers XML pour enregistrer leur liste de lecture, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit fichier XML qui va enregistrer tout simplement des titres d'albums avec l'artiste. Donc, le premier fichier XML, les deux premières lignes, ça nous donne la version de XML qu'on va utiliser. Puis ensuite de ça, quel type de fichier ça va être. Et si on fait une référence à un autre fichier pour l'affichage. On ne commencera pas par l'affichage, on va commencer de base avec un fichier XML standard. Donc, je me suis créé une valise qui s'appelle compilation. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. J'aurais pu l'appeler un autre nom. C'est moi qui ai décidé du nom. Ce n'est pas un mot réservé. Donc, compilation qui se termine en bas par
/compilation. OK, tout simplement. Je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on le voit mieux. Donc, qui commence par compilation, qui se termine par /compilation. Je vous répète que ce n'est pas un mot réservé. C'est tout simplement un mot que j'ai utilisé comme ça pour faire la compilation de mes MP3. Ensuite de ça, j'ai ouvert un deuxième niveau de balise qui s'appelle MP3, qui se termine par /MP3, un petit peu comme on le fait en HTML. À l'intérieur, je me suis ouvert une autre balise qui s'appelle titre, qui se termine par /titre, comme on le fait toujours en HTML. À l'intérieur de titre, j'ai marqué le titre d'un album. Donc, un album de Metallica qui s'appelle And Justice for All. Ensuite de ça, dans le même niveau, j'ai mis une autre balise qui s'appelle artiste, qui se termine encore une fois par /artiste. À l'intérieur, j'ai mis le nom de l'artiste qui fait cet album-là. Donc, c'est Metallica. Tout ce qui est ici à l'intérieur, ce n'est pas des mots réservés, c'est tout simplement moi qui ai créé mon arborescence avec des balises qui rouvrent, des balises qui ferment. Puis, au bout de l'arborescence, quand on arrive aux feuilles de l'arbre, j'ai du contenu. Donc, j'ai le titre de l'album, puis j'ai le nom de l'artiste. Au même niveau que MP3, je me suis ouvert une autre balise MP3 qui se termine par /MP3, où j'ai, par exemple, Fat Lip, le titre de l'album, puis Sum 41, le nom de l'artiste. C'est un groupe, mais le nom de l'artiste. Même chose pour une autre chanson, The Offspring, avec Americana. Donc, j'ai utilisé les mêmes balises. L'important, vous pouvez inventer les balises, mais c'est d'utiliser les mêmes balises pour chacun des enregistrements qui est là. Donc, l'important de comprendre, c'est que le premier niveau, c'est compilation. Tout est dans compilation. MP3, pour chacun de mes MP3, j'ai une ouverture de MP3, puis j'ai la fermeture de MP3. Ensuite de ça, j'ai tout simplement le contenu. Dans titre /titre, j'ai le titre. Dans artiste /artiste, j'ai le nom de l'artiste. Donc, ça me permet d'emmagasiner comme ça, différent. J'ai Papa Roach avec Infest, puis j'ai un autre album de Metallica, le Black Album de Metallica. Je termine tout ça par /compilation. Donc, ça me permet d'enregistrer dans un point XML un fichier qui va contenir des données. Ensuite de ça, je vais pouvoir les relire. Donc, imaginez sur un téléphone cellulaire ou un lecteur MP3, je vais pouvoir me faire une liste de lecture, puis ça va être enregistré de cette façon-là dans un fichier texte. Donc, pas besoin de gestion de base de données. Il n'y a pas de base de données relationnelle. Il n'y a pas nécessairement de relation entre mes enregistrements, mais c'est le format qui est bien important. Donc, je pourrais prendre ce fichier-là puis l'ouvrir directement dans un navigateur web. Comme par exemple ici, je vais vous mettre dans mes notes de cours tous mes exemples de fichiers XML. Dans mes exemples de fichiers XML, je vais ouvrir mon premier, c'est un démo. Donc, lui, il y a tout simplement un fichier XML demo.xml. Donc, c'est l'extension qui est important, un .xml. Je vais l'ouvrir avec mon navigateur web. Je vais l'ouvrir avec Firefox. Regardez ce que ça donne. Mon Firefox va être capable de lire mon fichier .xml. Puis regardez, il va comprendre un petit peu ce que j'ai inventé comme compilation /compilation, puis chacun de mes MP3 à l'intérieur. La plupart des navigateurs vont vous permettre de fermer l'arborescence comme ça, avec un petit plus à côté ici. Je vais être capable d'ouvrir l'arborescence, de fermer, mettons, l'arborescence d'un MP3 comme ça, puis à un moment donné, de le réouvrir pour voir son contenu. Donc, c'est tout simplement une façon, le XML, de créer une arborescence avec des balises qui s'ouvrent et qui se ferment, puis de mettre du contenu à l'intérieur. Vous voyez dans mon navigateur Firefox ici, en noir, c'est les données qui ne sont pas reconnues dans l'arborescence, donc c'est le contenu. Donc, je vais être capable de relire ce fichier XML-là, puis ensuite de ça, prendre son contenu. Donc, vous avez une petite information en haut qui dit qu'il n'y a pas de fichier d'associé. Une feuille de style. Donc, la deuxième étape des fichiers XML, c'est le genre de question que je vais vous poser à l'examen, de créer un fichier XML comme ça, avec vos propres balises que vous allez inventer, puis avec du contenu à l'intérieur. Donc, ceux qui sont plus ou moins attentifs, là, quand ils entendent le mot examen, ils écoutent habituellement. Là. Donc, probablement qu'à l'examen final, je vais vous demander de créer un petit fichier XML comme ça. Par contre, vous avez vu qu'au point de vue visuel, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas une page web, ce n'est pas quelque chose d'intéressant à regarder. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé une feuille de style qu'on peut associer à un fichier XML qui va nous permettre de faire un peu de logique puis de faire afficher de façon différente nos fichiers XML.
Donc, je reviens aux notes de cours. Si vous regardez dans les notes de cours, vous allez avoir un exemple avec un fichier XSLT. Donc, le fichier XSLT, lui, va permettre de faire un petit peu de logique puis de faire un petit peu là, d'affichage pour que ce soit un petit peu plus visible à l'écran. Exemple, pour le voir dans un navigateur, le contenu un petit peu mieux. De faire même de la logique pour faire des sélections. All right. Donc, vous avez les premières lignes qui sont en gras ici, qui permettent de voir vraiment, là, bon, ça va être une feuille de style, bon, telle version, avec le code, l'encodage, puis le style de XML qu'on va utiliser. Donc, vous avez au début, vous pouvez mettre du HTML à travers cette feuille de style-là. Donc, je commence avec HTML, body, qui va se terminer en bas avec /body puis /HTML, comme dans un fichier HTML. Puis j'ai les deux feuilles ici qui terminent les balises d'ouverture que j'ai mis en gras. Donc, ce qui est en gras, vous pouvez faire copier-coller. Ensuite de ça, ce qui est à l'intérieur, ben, c'est un petit peu de la programmation. Donc, vous pouvez mettre à l'intérieur du HTML pour le visuel dans le navigateur. Ensuite de ça, cette feuille de style-là va être rattachée à une feuille XML. Donc, je pèse sur pause, c'est important de comprendre. Cette feuille-là est indépendante. Si vous l'ouvrez dans un navigateur, ça ne marche pas. Okay? Parce qu'il n'y a pas de données à l'intérieur. C'est juste du HTML puis un petit peu de logique. Okay? Ce qu'il faut faire, c'est dans notre fichier XML, vous avez une commande href. Ceux qui ont fait du HTML, vous vous souvenez probablement du href. C'est un lien vers un autre fichier. Donc, dans mon fichier XML, j'ai mis une référence ici à un fichier XSL. Je pèse sur pause, on recommence. Dans mon fichier XML, j'ai dans ma ligne en gras qui est en haut du fichier un href qui fait référence à un fichier qui s'appelle XSL. XSL, pourquoi? C'est parce que c'est un fichier XSLT. C'est une feuille de style qui va me faire afficher le contenu de mon XML, mais d'une façon différente. Donc, il faut comprendre que dans mon fichier XML, j'ai une référence à un autre fichier qui, lui, va mettre en forme pour l'afficher de façon différente. Donc, si on résume, j'ai eu quelques problèmes techniques. Si on résume, ça veut dire que tout simplement, le href qui est là, quand va venir le temps d'afficher le contenu de mon fichier XML, ben, il va appeler la feuille de style, qui est le XSLT qui est ici, puis il va respecter la logique qui est à l'intérieur de mes balises qui sont en gros ici. Donc, si on se reprend, on arrive ici à l'intérieur, vous avez du code HTML que vous connaissez probablement déjà, le body, le /body, le /HTML. À l'intérieur, j'ai mis ça dans un tableau. Ça, c'est encore une fois, c'est du HTML. Table border est égal à 1. /table à la fin. À l'intérieur, ben, j'ai mis ça dans des cellules, dans les lignes. Dans la première ligne, j'ai mis une couleur de fond. Donc, essayez de deviner c'est quoi la couleur de fond. C'est le fameux RGB en informatique, Red, Green, Blue. Donc, du red, du rouge, du vert ensemble, puis pas de bleu. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme couleur? Essayez de deviner. On va voir qu'on va faire le résultat. Puis à l'intérieur, j'ai titre dans une cellule, j'ai artiste dans une cellule. Ça, c'est mon en-tête. Ensuite de ça, je me suis mis un petit commentaire, permet de voir seulement chaque enregistrement. Donc, j'ai une commande vraiment XSLT ici qui est XSL for each select. Donc, pour chacune des sélections, dans compilation, dans MP3. À l'intérieur, je mets ça dans une ligne. J'ai une cellule qui va aller chercher value of select titre, value of select artiste. Donc, je vais faire apparaître le titre, l'artiste. Je vais faire une boucle. Donc, ça, c'est une boucle pour chacun des éléments de ma table. Donc, si on regarde le résultat, pour regarder les résultats, je vais aller pour une dernière fois dans ma machine virtuelle. Donc, dans ma machine virtuelle, c'est une des dernières fois que je fais une démo pendant la session dans ma machine virtuelle Ubuntu. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Donc, je vais aller faire la petite démo. Pour le fichier XML qui fait appel à un fichier XSLT. Donc, je vais passer par le serveur. Donc, si je regarde ici, c'est encore une fois mes musiques. Ça veut dire comme si c'était mes MP3
À l'intérieur des compilations de MP3, j'ai l'artiste puis j'ai le titre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le fichier correspondant, c'est ce que vous avez dans les notes de cours. Donc, vous avez le fichier XSLT qui compare ici, qui va chercher chacun de mes éléments, puis qui va mettre une couleur dans ma bordure en haut. Donc, si on va voir le résultat, OK, ça, c'est pas le bon, c'est celui-là. Donc, la couleur en question, c'est le jaune. Donc, dans mon titre, dans mon artiste, puis ensuite de ça, il fait la boucle, puis il va chercher chacun de mes titres, puis chacun de mes artistes, puis il fait apparaître tout simplement dans un beau petit tableau comme ça. Bon, je sais que vous n'êtes pas impressionné. C'est un table, border est égal à 1, puis ensuite de ça, il fait la petite logique à l'intérieur. Donc, on va aller voir dans les notes de cours ce que je vous ai placé. Je vous en ai mis quelques autres petites portions de code avec un peu de logique dedans. Donc, je vais tasser celui-là. Si on revient aux notes de cours, ça, c'était l'exemple avec une feuille de style puis avec un fichier XML. XML qui fait référence à un XSLT. Dans la deuxième partie, c'est la suite, les notes de cours. J'ai fait quelques exemples d'autres logiques. Là, je n'ai pas réécrit tous les fichiers XML. Je n'ai pas réécrit tout le code, mais je vous montre juste la logique qu'il y a à l'intérieur. Donc, la première logique, c'était celle-là où on mettait, par exemple, le titre en jaune. OK, la deuxième partie de logique, ici, on va aller tout simplement là, chercher chacun des éléments. Dans celui-là, ben, on va faire un petit for each select. On regarde dans compilation MP3. On regarde ici, la petite logique, c'est on regarde si artiste est égal à Metallica. Donc, si artiste est égal à Metallica, il va rentrer à l'intérieur, puis il va les faire afficher. Donc, il va faire afficher, si vous regardez le résultat à droite ici, il va pas aller chercher tout le contenu de mon fichier XML, il va aller chercher seulement ceux que l'artiste est égal à Metallica. Donc, vous avez le résultat ici. Vous avez une autre logique qui est ici. Je vous rappelle, je vous demande pas d'apprendre par cœur toutes ces petites logiques-là, au moins apprendre comment faire un fichier XML pour l'examen final. Dans celui-là, je vais regarder si artiste est égal à Papa Roach, puis il va faire apparaître seulement le titre puis l'artiste qui est égal à Papa Roach. Dans ce cas-là, il y en a seulement un. Dans la logique suivante, ben, je vais aller voir si artiste est égal à Metallica. Si artiste est égal à Metallica, ben, je vais mettre green, RGB, green, je vais mettre ça en vert. Donc, il va rentrer à l'intérieur. Il va afficher les autres, mais seulement quand c'est Metallica, il va le mettre en vert. Donc, le résultat à côté, à droite, vous voyez, il fait afficher tout le contenu du fichier XML, sauf que quand artiste est égal à Metallica, il va le mettre en vert. Donc, ça, c'était la petite logique. Donc, on va regarder les résultats de ça dans ma machine virtuelle. Dans ma machine virtuelle, ben, j'ai quelques exemples ici. Donc, si on regarde celui-là, il va tout simplement faire un ordre alphabétique, un order by qui est à l'intérieur. Dans celui-là, il va aller chercher seulement le Metallica comme on a vu dans l'exemple. Dans cet exemple-là, il va aller chercher seulement Papa Roach Infest. Autre exemple ici, il va aller chercher seulement les Metallica. Non, il va aller chercher toutes les chansons, mais quand c'est Metallica, on va mettre un petit fond vert. Donc, on va attirer l'attention sur les albums de Metallica qui sont là. Donc, ça, c'est le résultat qu'on voit. Tous ces fichiers-là sont disponibles dans les notes de cours sur Léa. Donc, si, mettons, vous voyez les exemples que je suis en train de faire en ligne comme ça, ben, vous voulez les voir plus précisément. Donc, tous les fichiers, les XML et les XSLT, sont disponibles dans mes notes de cours. On va faire un dernier exemple pour XML. Je trouvais ça cool de faire un exemple pour vous montrer un petit peu comment on pourrait faire une interaction avec le PHP. Donc, dernière fois que je fais du PHP avec vous autres. Donc, il y a un premier exemple là, que je ne ferai pas avec vous autres, là, c'est tout simplement, c'est un peu facile. Là. Vous avez un fichier PHP qui va aller lire un XML puis un XSLT, puis il faut les afficher dans le navigateur. Donc, ça, c'est pas super spectaculaire. Vous avez, par exemple, un autre exemple. Lui, je vais le faire avec vous autres, parce que ce qu'on va faire ici, dans ce fichier PHP-là, on va aller chercher le contenu de ma base de données MySQL. Ensuite de ça, on va créer un fichier XML. À l'aide d'un fichier XSLT, on va l'afficher dans le navigateur. Donc, le premier fichier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter à ma base de données MySQL, avec nom d'usager, mot de passe, etc. Ensuite de ça, il va aller faire un select étoile from person. Il va aller chercher tout le contenu de ma table. Ensuite de ça, je m'ouvre un fichier local dans lequel je vais insérer tout ce qu'il faut dans un fichier XML. Donc, je vais aller insérer les premières lignes de code pour déclarer quel type de version XML j'utilise, etc. Je vais ouvrir ensuite de ça ma table personne. Je vais l'afficher
tout le contenu, l'entête, ensuite le contenu. Donc, ça va créer... Puis à la fin, je vais aller faire un F-write dans mon fichier pour créer un fichier XML. Donc, s'il n'existe pas, il va le créer. Puis ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un fichier XSLT qui existe déjà. Il va créer le fichier XML. Puis ensuite de ça, il va faire une boucle, puis il va aller chercher chacun des éléments. Grâce à un fichier XSLT, ben, je vais faire un petit affichage comme on voit ici à la droite. Donc, on va voir apparaître le contenu. Donc, je vous rappelle, encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais tous ces fichiers-là sont disponibles dans mes notes de cours. Donc, si je viens voir dans ma machine virtuelle ici, vous allez voir, on va aller voir le code pour commencer. Donc, ici, regardez. À la racine de mon site web, ben, je me suis simplement créé un fichier XML dans lequel j'ai mis mes fichiers XML et les fichiers XSLT. Vous allez voir ici, ce que je vais utiliser pour le dernier exemple, c'est result.php qui va créer le fichier ensuite XML. Puis ensuite de ça, il va utiliser le XSLT pour l'afficher. Pour vous montrer dans l'exemple, je vais effacer mon fichier XML, mon result.xml, pour vous montrer qu'il va le créer. Alors regardez, j'ai effacé mon fichier result.xml. Donc, je vais aller sur ma page result.php, ici, result.php. Donc, il m'affiche le XML a été créé, voir le XML. On va aller voir s'il a vraiment été créé. XML, regardez, il a été créé ici. Donc, juste pour vous montrer encore une fois que ça fonctionne, qu'il va le créer, je vais encore le supprimer. Je vais revenir je vais recharger ma page PHP. Je vais retourner ici. Regardez, mon fichier result.xml a encore été créé. Donc là, je vais cliquer sur voir le XML. Il va utiliser le XSLT pour l'afficher. Donc, il devrait prendre le contenu de ma base de données, regardez, puis l'afficher. Vous vous souvenez, c'était dans cette pub célèbre. Donc, vous voyez les choses qu'on avait créées dans mon bon vieux, base de données essai. Non de Zeus! Avec mes personnages de Star Wars, ben là, je les ai ici, puis je les affiche. Puis au lieu d'afficher le nom de l'image, ben j'ai mis un petit EMG SRC pour aller chercher l'image puis l'afficher. Donc, ça fonctionne. Il va chercher le contenu de ma base de données. Il va créer un fichier XML, puis à l'aide du XSLT, il va l'afficher dans un tableau comme ça. Donc, si vous regardez dans ma barre d'adresse en haut, j'ai result.xml. Donc, c'est vraiment lui qui est affiché. Mais mon fichier PHP a permis d'aller chercher le contenu de la base de données. Donc, attendez-vous à l'examen final que je vous pose une question sur le XML. Je ne vous demande pas d'apprendre toute la logique qu'il y a derrière le XSLT, mais au moins être capable de créer un fichier XML avec les balises ressources. Dans le laboratoire, vous allez avoir à créer un petit fichier comme ça. Je vais vous donner le XSLT. Puis, il va y avoir un petit laboratoire là-dessus. Je ne le ramasse pas. Il ne compte pas pour des points. J'aime mieux que vous travaillez sur le projet web. Mais histoire de vous préparer à l'examen, je vous suggère au moins d'essayer de faire un fichier XML pour être capable de le faire. Dans ce cas-là, j'ai remplacé la musique par des volumes. Donc, vous avez, par exemple, avec l'auteur, avec le titre du volume. Puis, pour ce qui est, par exemple, des Harry Potter de J.K. Rowling, ben, je les ai mis en vert. Donc, il y a un petit laboratoire là-dessus qui va être disponible dans les notes de cours. Je vous répète que je ne le ramasse pas, il ne compte pas pour des points, mais quand même, je vous suggère de le faire avant l'examen final à la fin de la session pour être capable de répondre aux questions sur le XML à l'examen final. Donc, on va passer à la partie 2. Bonjour, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on change complètement de sujet. On reste dans le cadre de serveur web, mais on va passer à la partie Windows. Vers l'infini et plus loin encore. OK, ce qu'on a fait depuis le début de la session, c'était sous Linux. Maintenant, on va aller faire un petit peu la même chose, mais sous Windows, de façon accélérée. Il n'y aura pas de gros projets comme sous Linux. Mais on va quand même essayer de faire la même chose un petit peu sous Windows. Donc, première des choses, pour la suite du cours, vous allez avoir besoin d'une version serveur de Windows. Notre technicien préféré, Sébastien, nous a mis en ligne une version de Windows Server 2019. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, je vous ai mis un petit fichier dans les notes de cours. Bien, évidemment, probablement que la première partie est déjà faite. Vous avez déjà VMware installé à la maison, étant donné que c'est des cours à distance, mais pour utiliser votre machine Linux. Mais pour faire la partie sous Windows Server, bien, il faudrait aller chercher
Windows Server qui a été disponible en VM sur le réseau. Donc, je vous ai mis le lien dans un fichier ici. Vous allez tout simplement aller cliquer sur ce lien-là. Vous allez vous connecter comme vous le faites avec Microsoft Office 365. Et puis, vous allez avoir accès, je l'amène ici dans l'écran, donc aux 3 machines qui sont là, déjà prêtes à fonctionner sous VMware. Donc, pour le reste du cours, on va avoir besoin de Windows Server 2019. Donc, vous allez télécharger la version Windows Server 2019. Puis ensuite de ça, vous allez l'installer dans votre VMware pour faire le reste du cours. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je vais faire mes démos avec une vieille version de Windows Server, mais c'est quand même la même chose que vous allez faire avec cette machine virtuelle-là. Donc, je passe à la matière théorique pour cette semaine. Donc, vous avez 3 fichiers. On va commencer par le premier fichier qui est installé IIS sur Windows Server. Donc, une fois que vous avez téléchargé Windows Server, ensuite de ça, vous l'avez installé dans VMware, vous êtes prêt à faire le reste du cours pour la fin de la session. Donc, avec votre Windows Server, bien, probablement qu'il n'y aura pas déjà IIS installé, ou IIS, si vous le dites, format anglais. Donc, j'ai remarqué à travers les années que plusieurs personnes le disent IIS. Ben, moi, j'ai tendance à le dire en français, IIS. Installer le rôle serveur web IIS sous Windows Server. Donc, première des choses, je vous ai fait un document. Vous avez juste à suivre ce document-là, pas à pas, pour installer, par exemple, le rôle de IIS sur votre version de Windows Server. Donc, première des choses, là, je ne vais pas refaire l'exemple complètement avec vous autres. Donc, je vous laisse la pertinence de créer, par exemple, votre machine virtuelle, puis ensuite de ça, d'installer IIS. Probablement que ça va être la version IIS 10 sous Windows Server 2019, si je me trompe pas. Ouvrir le gestionnaire de fichiers Internet, de services Internet, tester le fonctionnement du site web par défaut. Donc, première des choses, on va installer le rôle du serveur web. Donc, vous allez ouvrir le gestionnaire de serveur. Normalement, quand vous allez ouvrir le serveur, ça devrait déjà apparaître dans l'écran principal. Cliquez sur « Rajouter », sur « Gérer », puis « Ajouter des rôles de fonctionnalité ». Donc, vous avez tout ça dans les notes de cours. Donc, vous allez cliquer sur le tableau de bord, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Vous allez cliquer sur « Suivant ». J'ai écrit pas à pas ce que vous deviez faire dans les notes de cours. Je vous suggère fortement d'exécuter pas à pas ce qu'il y a à faire. Ensuite de ça, bien, vous allez lire les informations qui sont là. Vous allez cliquer sur « Suivant » pour ajouter des fonctionnalités au serveur Windows 2019. On va cliquer sur « Installer », basé sur un rôle ou une fonctionnalité. On va faire encore une fois « Suivant ». Ensuite de ça, on va sélectionner le serveur. Donc, votre serveur est déjà installé. Vous allez sélectionner le serveur que vous faites fonctionner dans VMware en local. Vous allez cliquer sur « Suivant ». Ensuite de ça, dans les rôles et les serveurs, dans le rôle du serveur, vous allez aller cliquer sur « Serveur web IIS ». Ensuite de ça, cliquez sur « Ajouter des fonctionnalités ». Vous allez aller sur « Suivant ». Vous allez voir tout simplement là, cette petite fenêtre-là apparaître. Vous allez cliquer sur « Ajouter les fonctionnalités ». Ensuite de ça, sur « Suivant », comme je venais de dire. À l'intérieur des fonctionnalités, vous allez cliquer sur « Suivant ». Vous allez voir apparaître d'autres fonctionnalités qui sont dans Windows Server avec IIS. Vous allez cliquer sur « Suivant », encore une fois. Puis, vous allez lire les informations qui sont là, encore sur « Suivant ». Puis, regardez comme il faut dans mes notes de cours pour s'assurer de cocher les bonnes cases selon la version d'IIS que vous avez. Donc, faire quelque chose qui ressemble à ça. Cocher les bonnes cases s'ils ne sont pas déjà cochés par défaut. Parce qu'en installant IIS, il va installer des extensions d'ASP.NET, puis des extensions aussi là, de différents éléments de fonctionnalité que vous allez avoir de besoin pour IIS. Vous cliquez sur « Suivant ». Ensuite de ça, cochez « Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire », puis ensuite sur « Oui ». Donc, ensuite de ça, ça va s'installer. Vous allez pouvoir fermer l'installation, faire autre chose pendant que l'installation va poursuivre les installations des fonctionnalités d'IIS. Ça va prendre quelques minutes. Une fois que ça va être installé, il va redémarrer le service pour le rendre fonctionnel. Donc, après quelques minutes, à un moment donné, ça va vous écrire que l'installation est bien terminée et l'installation de fonctionnalité a fonctionné. Ainsi ai-je parlé.
Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Ensuite de ça, vous allez aller voir dans votre gestionnaire de serveurs, IIS devrait apparaître avec quelques services qui sont démarrés. Donc, ça, c'est une preuve que IIS a bien été installé et normalement devrait être fonctionnel. On vous demande d'ouvrir le gestionnaire de services Internet. C'est la principale console d'administration d'IIS. Donc, on va pouvoir gérer IIS à partir de Server Manager en cliquant sur Outils, puis Gestionnaire de services Internet. Donc, vous allez tout simplement en haut ici, dans Outils. Vous devriez voir apparaître maintenant qu'il est installé Gestionnaire de services Internet IIS. Ensuite de ça, vous allez voir cette belle petite fenêtre-là que vous allez devoir maintenant apprendre à manipuler un petit peu pour faire en sorte que votre serveur puisse maintenant devenir un serveur web puis faire afficher des pages web. Donc, on va commencer par tester, voir si IIS fonctionne. Par défaut, il va avoir un site web. Donc, vous allez pouvoir cliquer ici sur Parcourir étoile.80 HTTP. Normalement, là, il devrait vous faire apparaître dans votre navigateur la petite page principale d'accueil pour IIS. Donc, selon la version d'IIS, vous allez peut-être avoir une page différente qui va être selon IIS 10. Ensuite de ça, pour localiser l'emplacement des fichiers du site web par défaut, on clique droite sur le site, le default website, puis cliquez ensuite sur Explorer pour faire apparaître l'explorateur, voir les caractéristiques du dossier du site web. Donc, dans le dossier du site web, on vous demande d'éditer le fichier iistart.html avec le bloc-notes ou un autre éditeur de texte si vous en avez un dans cette version-là, pour pouvoir voir le code de la page d'accueil par défaut. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir avec le bloc-notes, exemple, si normalement il devrait être installé par défaut. Vous allez pouvoir voir le code de la page d'accueil. Donc, normalement, si tout ça fonctionne, l'installation d'IIS a fonctionné et vous êtes capable de l'utiliser. Run. On passe à la deuxième partie. Donc, si je vous montre le résultat dans ma machine virtuelle, vous allez voir ici, moi j'ai une vieille version du serveur, là. Vous allez voir ici le gestionnaire de serveur. Après avoir fait les installations, vous devriez voir apparaître IIS ici, avec la machine sur laquelle il est installé, puis différents services qui vont rouler sur cette machine-là. Ensuite de ça, vous allez pouvoir aller dans Outils. Vous devriez voir apparaître ici Gestionnaire de services Internet IIS. Vous allez cliquer sur Gestionnaire de services Internet IIS. Vous allez pouvoir cliquer maintenant ici là, sur la machine principale. Ça, c'est la racine de la machine principale. Vous allez pouvoir voir votre site web par défaut, qui devrait être ouvert ici, site web par défaut, avec toutes les caractéristiques qui sont ici, qui vont vous permettre de gérer le site web, un peu comme on le faisait avec Apache, sous Linux, avec les fichiers de configuration d'Apache. Ben là, ici, ça se fait en mode fenêtre, sous Windows, avec tous les éléments qui sont installés ici. Donc, si ça fonctionne, vous allez être capable de cliquer ici sur Parcourir pour aller voir la page par défaut. Pour la deuxième partie, ben évidemment, maintenant qu'on a installé IIS, ben il va falloir se créer un site web. On ne va pas garder seulement le site web, la petite page par défaut. Dans le cadre du cours, c'est le cours de serveur web, donc on va créer un site web. Pour chaque étudiant, vous allez devoir créer un site web. Puis ensuite de ça, ben, on va utiliser ce site web-là pour faire autre chose avec. Donc, vous avez un document qui s'appelle « Créer un site web ». Vous avez tout simplement à suivre les informations qui sont là-dessus. Donc, première des choses, avant de commencer, vous devez donc ajouter les fonctionnalités IIS à votre machine. Ça devrait être déjà fait dans la première partie. Ouvrir le gestionnaire en cliquant sur « Gestionnaire de services Internet IIS » disponible dans l'écran d'accueil. Donc, on avait vu ça à la fin de la première partie. Ensuite de ça, on va créer un site web. Une fois que vous êtes dans le gestionnaire, si vous déroulez le dossier site, sur la gauche, vous remarquez qu'il y a déjà un site par défaut. Donc, c'est Default Website qui a été créé à l'installation d'IIS et qui écoute le port 80. Afin de créer un nouveau site web, faites un clic droit dans la colonne de gauche, puis ajoutez un site web. Donc, je vous ai mis un imprimé écran ici. Ajoutez un site web. Vous allez avoir un assistant qui vous permet d'ajouter un site web qui va s'exécuter. Donc, on va avoir quelques informations à écrire pour créer le site web. Premièrement, le nom du site web. Vous allez donner un nom à votre site web. Deuxième chose, c'est le pôle d'application.
permet de placer le site web dans un pôle d'applications. C'est comme ça que ça fonctionne sur Windows, c'est-à-dire un ensemble d'applications, les sites web regroupés au sein du même pôle. Ce qui permet d'appliquer des paramètres spécifiques sur l'ensemble des applications d'un même pôle. Donc, on va pas faire 26 sites web, on va en faire un, mais on va pouvoir les appliquer à cet endroit-là. Donc, si vous regardez ici, là, vous allez avoir le pôle d'application. Vous pouvez le laisser par défaut, le pôle qui est là. Ensuite de ça, vous allez avoir le chemin d'accès physique. Donc, vous allez indiquer dans le chemin d'accès physique à quel endroit va installer votre site web. Donc, moi, par défaut, sur le disque C de Windows Server, j'ai créé un dossier MERS, puis j'ai installé mon nouveau site web là-dessus. Donc, vous pourrez indiquer le répertoire que vous souhaitez utiliser comme répertoire racine de votre site web. Les fichiers correspondants devront être stockés à cet endroit dans ce répertoire-là. Donc, dans ce dossier-là, moi, j'ai installé tous mes fichiers PHP, mes exemples, etc. Ensuite de ça, vous avez ici « Se connecter en tant que ». Donc, vous allez cliquer sur ce petit bouton-là. Je l'ai mis en jaune parce que c'est très important. Ça va vous permettre de spécifier un utilisateur utilisé pour ce site web. Ou alors le laisser par défaut pour utiliser l'utilisateur par défaut. D'ailleurs, si vous rencontrez des problèmes avec votre site web, une fois qu'il sera créé, ajoutez les permissions à l'utilisateur ISIUSR en lecture et exécution sur le répertoire de votre site web, comme ceci. Il est marqué facultatif, mais par expérience, c'est très important. Si on fait ça par défaut, ça ne fonctionne pas toujours bien comme on voudrait que ce soit. Donc, je l'ai mis en jaune pour vous faire penser de vraiment aller changer les permissions, les droits sur ISIUSR. OK? Vous allez placer ici lecture et exécution, affichage du contenu du dossier, puis lecture. Vous allez vous assurer que c'est autorisé, ces petites cases-là, pour que vous soyez administrateur de votre section, votre nouvelle partie de site web. Donc, vous allez pouvoir modifier ce que vous voulez dedans puis le faire fonctionner. Vers l'infini et plus loin encore. Donc, si vous regardez ici, là, ensuite de ça, dans la petite fenêtre, vous avez le type, puis vous avez un paquet d'informations. Là. Le type qui est ici. L'adresse que vous allez utiliser, c'est probablement votre adresse IP statique ou DNS si vous en avez une, avec le port 80, avec le nom de l'autre. Donc, si vous regardez ici, le type indiqué si on a accès à un protocole HTTP dans sa version standard ou soit HTTPS. L'adresse IP sélectionnée, donc ça va être votre adresse IP de votre machine. Ensuite de ça, le port d'écoute. Par défaut pour le web, on va mettre le port 80. Puis le nom de l'autre, si vous avez un nom de domaine ou quelque chose comme ça, un DNS, dans notre cas, on va le laisser vide parce qu'on n'en aura pas. Ensuite, on va faire démarrer le site web immédiatement pour qu'il démarre notre nouvelle partie de site web qu'on vient de se créer. Donc, vous avez un exemple ici avec des exemples que j'ai trouvés sur Internet. Dans notre cas, à nous autres, ça ne sera pas exactement les mêmes lignes qui sont là. En ce qui concerne le site web par défaut, il est stocké dans le répertoire INET pub www.route. Même vous autres, je vous suggère de le mettre sur le disque C dans un autre dossier qui porte, par exemple, votre nom. Donc, vous avez un exemple ici, là, avec le nom du site, puis un exemple qui avait été trouvé sur Internet. Une fois les différents champs renseignés, cliquez sur OK, puis valider, puis créer la page HTML. Donc, exemple, lui, il y a son site qui apparaît ici. Puis là, il va pouvoir aller créer son site web à l'endroit où le désigner sur le disque C. Donc, c'est aussi simple que ça pour déclarer un nouveau site web. Donc, petite démo. Je ramène ma machine virtuelle dans l'écran. Donc, vous allez voir ici, je vais l'agrandir. Donc, vous avez ici mon gestionnaire de services Internet. Je vais l'agrandir, comme ça va être plus facile. Moi, je me suis créé un dossier MERS. Donc, si vous regardez le dossier MERS comme ça, j'ai mis tous les exemples qu'on a fait depuis le début du cours. Donc, je les ai insérés à cet endroit-là. Je peux tout simplement faire explorer. Je vais aller voir sur ma machine, regardez, sur le disque dur C, j'ai un dossier qui s'appelle MERS. Puis dans mon dossier MERS ici, j'ai tout simplement installé tous mes exercices qu'on a fait depuis le début du cours, plus d'autres fichiers qu'on va utiliser pour la partie Windows. Donc, c'est ma racine, puis j'ai copié tout ce que j'avais comme exercice à cet endroit-là. Donc, j'ai mes pages par défaut, j'ai ma page index qui va me permettre de voir la version que j'ai, etc. Donc, si mon site web fonctionne bien, je vais pouvoir aller là-dessus. Puis, je regarde les droits, les propriétés. Donc, si je vais voir ici, là,
sur sécurité, je vous suggère fortement d'aller dans le nom de groupe et d'utilisateur IIS User, comme ça. Je vais le monter un petit peu comme ça. Regardez les droits autorisés, lecture et exécution, affichage du contenu du dossier, lecture et écriture pour IIS User. Donc ça, c'est moi, l'administrateur du serveur Windows 2019. Dans votre cas, ça va être 2019. Moi, c'est une autre version. Donc, très important d'aller mettre les permissions nécessaires sur votre dossier que vous avez créé pour faire du web. Je le répète une deuxième fois pour être sûr que tout le monde ait compris. Très important sur le dossier dans lequel vous allez mettre vos pages web. Dans mon cas, moi, c'est c://mers. J'ai toutes mis mes pages web là-dedans. Donc, d'aller cliquer sur IIS User. Ensuite de ça, aller mettre les permissions nécessaires. Donc, si vous avez un problème, après avoir installé IIS, vous créez un dossier web, vous mettez vos pages là-dedans. S'il y a des problèmes d'exécution dans le navigateur, c'est juste que vous n'avez pas les bonnes permissions. Donc, très important d'aller mettre les bonnes permissions à cet endroit-là. Donc, dans Windows Server. Donc, j'appuie sur OK. Ça, c'est l'endroit où j'ai mes pages web par défaut. Donc, je vois tout simplement ici là, que je peux cliquer à gauche pour voir les propriétés. Je peux redémarrer le serveur IIS. Regardez complètement à droite, suivez ma souris. Vous avez géré le site web. Vous pouvez redémarrer le site web ou tout simplement l'arrêter pour la section MERS que j'utilise présentement. Puis vous avez en plus un paquet d'informations ici qu'on va voir à la fin de ce module-là. Donc, on va passer à la troisième partie. A few moments later. Dans la troisième partie, après avoir installé Windows Server dans VMware, après avoir installé IIS, puis qu'il soit fonctionnel, donc ce qu'on va faire, on a une page web par défaut, on s'est créé un dossier, on est capable de créer un nouveau dossier web, puis créer une nouvelle page web, on va dire un site web sur IIS, sur IIS. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous vous en doutez bien, dans le cadre du cours, on va installer PHP. Oui, on va installer PHP sous Windows. Il y a quelques années, c'était plutôt ardu d'installer PHP sous Windows. Je suggérais à mes étudiants de l'installer de façon manuelle pour être sûr que ça fonctionne bien parce que Microsoft puis PHP, c'est un peu comme des compétiteurs. Microsoft tend toujours à nous faire utiliser ASP pour faire des pages web et Visual Studio .NET. Mais maintenant, je pense qu'ils ont abdiqué un petit peu, puis c'est plus facile maintenant de faire du PHP avec Windows Server, puis avec maintenant une version d'IIS récente. Donc, dans mes notes de cours, c'est la troisième partie dans mes notes de cours, installer PHP sous Windows Server avec IIS. Il y a l'installation manuelle ou l'installation automatique. Pendant plusieurs années, j'ai fait l'installation manuelle parce que j'ai été en contrôle de ce que je faisais, puis de la version de PHP, etc. Mais je pense que Windows nous a mis un petit peu de bâton dans les roues là-dessus. C'est rendu un peu plus complexe de faire une installation comme on fait avec Apache sous Linux. Donc, je vous recommande maintenant de faire l'installation automatique. C'est beaucoup plus facile, puis ça fonctionne un peu plus rapidement. Donc, je vous installe de faire l'installation automatique. J'ai quand même laissé l'installation manuelle dans mes notes de cours, même si c'est une vieille façon de procéder. Elle est quand même là dans mes notes de cours, mais je vais passer rapidement. Je ne poserai pas de questions là-dessus à l'examen. Je vous suggère d'aller faire l'installation vraiment là, automatique. Vous avez quand même un fichier php.ini qui va exister quand on va installer quand on va installer PHP sur notre version d'IIS sous Windows Server. Donc, vous avez toutes les informations qui sont là. Je passe rapidement par-dessus les notes de cours. On va aller directement à la partie installation maintenant automatique. Donc, dans l'installation automatique, dans le tableau de bord, vous allez pouvoir aller s'assurer d'avoir installé les bonnes fonctionnalités si on veut que PHP fonctionne. Donc, allez voir, peut-être vérifier dans les rôles du serveur si, par exemple, vous avez les bonnes extensions qui sont installées. Ensuite de ça, par la suite, installer Microsoft Web Platform Installer. Ça, c'est le petit logiciel qui va nous permettre d'aller chercher des fonctionnalités, des petits bouts de programme qu'on va utiliser sur notre serveur Windows. J'ai marqué en rouge ici si ce n'est pas déjà fait par défaut. Parce qu'il y a des versions de Windows Server qui arrivent déjà avec Microsoft Web Platform Installer. Je pense qu'avec la version 2019, vous allez probablement déjà avoir Microsoft Web Platform Installer. Mais si ce n'est pas le cas, je vous ai mis le lien pour aller sur le site de Microsoft pour aller le chercher.
C'est un petit logiciel qui va nous permettre d'installer facilement des extensions, des petites fonctionnalités qu'on va rajouter par-dessus. Donc, je vous ai mis quand même le lien, mais probablement avec votre version 2019, ça va déjà être fait. Donc, ce que vous allez faire dans Microsoft Web Platform Installer, vous allez tout simplement cliquer dans la zone de recherche, ici, ce que vous voulez installer comme extension. Comme par exemple, nous autres, on va installer PHP. Là, ça, c'est un vieil imprimé écran. C'est PHP 5.4. Mais dans votre cas, vous allez pouvoir facilement installer PHP 7.2 et plus. Donc, je vous suggère de faire une recherche sur PHP, puis d'aller chercher dans les paquets de résultats que vous allez avoir la version PHP 7.2 minimum. Si vous voulez vous aller vers une version PHP 7.3 et plus, à vous d'essayer si ça vous tente. Mais moi, j'ai fait sur ma machine virtuelle l'installation de 7.2. Donc, vous allez installer 7.2, puis il va ajouter en plus certaines fonctionnalités qu'il y a besoin d'installer. Donc, vous allez tout simplement le sélectionner, cliquer sur Add, puis il va faire l'installation lui-même. Choisir la bonne version de PHP et les éléments qui nous sont suggérés avec cette version-là. Perfect. Donc, une fois que ça c'est fait, ça va être installé. Donc, il va installer PHP dans notre IIS pour faire en sorte que ça fonctionne. Je vous suggère fortement d'aller vérifier la configuration de PHP en mode FastCGI. Donc, si je vais, par exemple, dans mon dossier MERS que j'ai créé, je vais aller voir tout simplement là, dans le petit onglet, là, le carré noir CGI. Je vais aller voir dans CGI, voir si tout est fonctionnel. Donc, dans CGI, vous allez regarder ici vraiment là, si CGI est activé puis peut être fonctionnel. Donc, vous allez vous assurer que PHP peut fonctionner. Il faut qu'il y ait le petit icône ici, là, CGI, qui est là. Sinon, redémarrez votre serveur IIS pour être sûr que ce soit là. Vous pouvez aller, par exemple, ici dans Documents par défaut. Dans Documents par défaut, vous allez pouvoir faire exactement comme on faisait sous Linux, insérer un fichier qui va être ouvert par défaut. Donc, vous avez ici, je me suis ajouté, ceux qui ont des bons yeux, je vais l'agrandir un petit peu. Ceux qui peuvent voir, je me suis ajouté mon fameux toto.php. Donc, par défaut, mon site web va s'ouvrir avec toto.php si mon fichier toto.php est présent à la racine de mon site web. Donc, j'ai fait la même chose que j'avais fait sous Apache. Je me suis créé un petit fichier d'accueil, toto.php, qui va avoir un PHP info, parenthèse, puis qui va afficher toutes mes informations sur mon serveur. Donc, ça, c'est une des premières choses à faire. Comme on faisait sous Apache, allez voir les pages par défaut. Évidemment, vous avez tout le temps les index.html. J'ai l'index.php qui est un peu plus loin. Mais moi, je me suis mis comme page d'accueil toto.php. Donc, c'est mon document par défaut qui va être à cet endroit-là. Perfect. Vous avez aussi dans ma page de gestionnaire, on regarde un petit peu les icônes qui sont disponibles. Excusez, mauvaise manipulation. Les icônes qui sont disponibles ici, là. Vous avez document par défaut, vous avez CGI. Puis là, on va aller voir ici, là, dans ma page de gestionnaire. Donc, si vous allez voir dans ma page de gestionnaire, vous allez voir ici, je vous suggère fortement de vérifier si PHP, souligné via, souligné face CGI, le chemin d'accès, c'est étoile.php. Donc, les fichiers qui portent l'extension .php, quand on va demander de les ouvrir dans un navigateur via votre IIS, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter le programme FastCGI, qui est un exécutable, qui va l'exécuter pour être capable de comprendre le code PHP, de l'interpréter selon la version que vous avez été chercher, pouvoir faire afficher, envoyer au client du HTML comme on le faisait avant. Donc, si vous cliquez là-dessus, FastCGI, vous allez voir le chemin des demandes, bon, étoile.php. Le module, c'est FastCGI. Puis le chemin pour aller trouver le PHP CGI.exe. Normalement, en téléchargeant le module PHP, il va avoir placé dans Programme File un dossier PHP. Puis il va avoir, selon la version, dans notre cas, ça va être 7.2, il va avoir un fichier php.cgi. J'essayais de sélectionner, mais c'est une image, je ne peux pas le faire. Vous allez le chercher. Ensuite de ça, vous faites OK. Vous allez dans le mappage, premier onglet, s'assurer que c'est appelé le gestionnaire seulement si une demande est mappée. Fichier au dossier. Ensuite de ça, j'ai mis les autres verbes. Un des verbes suivants, vous n'avez pas à changer, vous le laissez comme ça. Puis ensuite de ça, dans le troisième onglet, accès, vous allez choisir script. Parce que notre fichier PHP, ça va être un fichier de script, donc il va être interprété. Comme vous le connaissez, comme on a vu depuis le début de la session. Sauf que là, on le fait dans un mode fenêtré avec IIS sous Windows Server. Ensuite de ça,
vous allez vous assurer d'avoir les autorisations sur les dossiers web, comme on l'avait fait dans le dossier précédent. Donc, vous allez aller, par exemple, dans MERS, je me répète un petit peu, aller voir IIS User, puis aller mettre les bons droits sur le dossier pour être sûr que ça fonctionne. Une fois que tout ça c'est fait, j'ai mis une petite image d'une petite fille qui croise les doigts comme ça. On va redémarrer IIS. Vous savez comment que c'est. On va presque souhaiter que tout fonctionne super bien, si on n'a pas fait d'erreur dans notre installation. Ensuite de ça, normalement, tout ça devrait fonctionner. Vous devriez être capable de voir des pages web avec l'extension .php sur le serveur IIS sous Windows. Donc, ça devrait fonctionner. On vous explique un petit peu les autres icônes qu'il y avait là. Le filtre ISAPI, l'acronyme d'Internet Server Application Programming Interface, des programmes exécutants portant l'extension .dll. Donc, ça, on ne va pas trop y toucher pour l'instant. En-tête HTTP, voulez-vous insérer sur chacune des pages qui va être envoyée par le serveur un en-tête particulière? Donc, on pourrait mettre à cet endroit-là une en-tête HTTP pour que nos fichiers, on n'ait pas besoin d'écrire les en-têtes, les méta, etc. Donc, ça, on ne touchera pas non plus là-dessus dans le cadre du cours. On pourrait insérer des en-têtes HTTP personnalisées. Puis, évidemment, mettre des messages d'erreur personnalisés. Donc, la fameuse erreur 403, etc. Vous pourriez personnaliser vos messages d'erreur pour envoyer, par exemple, un message à l'administrateur du site web pour savoir qu'il y a un problème avec une certaine page. En terminant ici, j'indique, juste comme rappel, vous le savez probablement déjà, pour un serveur web, c'est le port 80 par défaut, à moins que ce soit un site web sécurisé en HTTPS. À ce moment-là, ça va être le port 443 qui va être utilisé par le serveur web. Si on fait des connexions FTP, par défaut, ça devrait être le port 21. À moins que ce soit une connexion sécurisée avec SSH, ça serait un SFTP avec le port 22. Puis pour un serveur SMTP, pour faire du courriel, ce serait le port 25. Donc, je l'ai mis en rouge ici. J'attire votre attention là-dessus. Vous connaissez probablement déjà les ports les plus utilisés. Mais je vous le rappelle, parce que ça se pourrait que je pose une petite question là-dessus à l'examen, juste pour être sûr que vous avez acquis la matière pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne sur le serveur web. Donc, on va aller à la partie démo. Ce ne sera pas très long, juste une petite partie démo pour vous montrer comment ça fonctionne le PHP sur un serveur Windows avec IIS. Je vais ramener ma machine virtuelle ici dans mon écran. Donc, je suis sur un Windows Server 2012. Dans votre cas, ça devrait être un Windows Server 2019. Donc, si je regarde dans IIS ici, j'ai installé Web Platform Installer parce que dans cette version-là, il n'était pas là par défaut. Donc, si vous l'avez déjà dans Windows Server 2019, c'est le petit icône rouge avec une flèche. Sinon, vous devriez aller sur Internet, le télécharger, puis installer ce logiciel-là, très important, pour pouvoir installer PHP. Donc, quand vous ouvrez Web Platform Installer, il va se connecter à Internet pour voir s'il y a une connexion. Ensuite de ça, je vais pouvoir faire une recherche des logiciels ou des programmes que je veux installer. Donc, par exemple, ici, si j'écris, par exemple, PHP, regardez, vous avez différentes versions de PHP qui sont disponibles. Des drivers PHP pour SQL Server, on va en avoir besoin un peu plus tard. Vous avez ici PHP 7.2 qui est déjà installé sur ma machine. Je regarde dans les versions de PHP, j'ai pas de 7.3. Je vais descendre un petit peu ici. En tout cas, rapidement comme ça, je ne vois pas de 7.3, mais il y a quand même des 7.2. Si vous voulez avoir la même version que le prof, regardez, moi j'ai la version 7.2.7. Donc la version que j'ai d'installer sur mon serveur, c'est 7.2.7. Donc vous cliquez là-dessus, vous faites ajouter, puis là il va y avoir une belle petite fenêtre qui va apparaître, qui va vous dire, bon, vous devriez ajouter tel module pour que ça fonctionne bien. Vous dites oui, vous acceptez, puis ça va s'installer. Donc, une fois que c'est installé, je vais revenir à mon IIS, l'exécution. Vous avez, par exemple, sur MERS, ici, je clique sur MERS pour mon site web par défaut maintenant. Vous avez toutes les icônes qui sont là. Par exemple, je vous disais, par exemple, que le CGI, c'est important. Donc, si vous allez voir, le CGI est installé, il est fonctionnel. Vous devez avoir le petit icône CGI ici pour que ce soit fonctionnel. Document par défaut que je voyais dans les notes de cours, regardez en haut complètement, j'ai toto.php.
Donc, j'ai index.php qui est là. Vous allez voir que vous allez pouvoir, par défaut, sur votre site web, il va aller voir le premier élément qui est en haut ici, puis ouvrir, je le répète encore une fois, question d'examen, par défaut, il va ouvrir ici le petit auto.php s'il est présent. S'il n'est pas présent, il va passer au deuxième, au troisième, etc., jusqu'à temps qu'il trouve une page par défaut s'il n'y a pas de nom qui a été indiqué dans l'URL de la page. Donc, je reviens ici. Vous avez les entêtes et réponses HTTP. Vous pourriez venir ajouter une entête ici que vous pourriez insérer à tous vos documents de votre site web. Dans le cadre du cours, on ne le fera pas. Ensuite de ça, j'ai filtrage de demandes. Ça, on ne l'avait pas vu. On va aller à ma page de gestionnaire qu'on a vu dans les notes de cours. Donc, dans ma page de gestionnaire, vous allez voir ici, j'ai FastCGI. Donc, vous avez .php va exécuter ici FastCGI. J'ai une vieille version qui est PHP 5.3 parce que à l'époque, j'avais PHP 5.3. Maintenant, j'ai installé PHP 7.2. Mais assurez-vous d'avoir dans les options ici là, un PHP via FastCGI. Donc, j'ai installé plusieurs versions de PHP. C'est pour ça que j'en ai plusieurs. Il faudrait peut-être que je fasse du ménage ici à cet endroit-là. Mais assurez-vous d'avoir ça pour s'assurer, par exemple, ici, qu'on puisse utiliser les points PHP. Donc, si je clique sur « Modifier », vous allez voir ici, regardez, chemin de demande, les points PHP. Vous avez module FastCGI. Puis, vous avez l'endroit où est situé le FastCGI. Si vous regardez la ligne de commande qui est ici, il va dans Programme File, dans le dossier PHP. J'ai la version 7.2 qui est installée. Puis, il y a un fichier qui s'appelle php-cgi.exe. Donc, vous aurez peut-être à installer ça s'il ne l'a pas fait par défaut au moment de l'installation. Restriction des demandes, vous avez les 3 petits onglets qu'on a vus dans les notes de cours. Donc, dans ma page, assurez-vous d'avoir fichier au dossier. Dans Verbe, vous laissez par défaut un des verbes suivants, get, add et post. Puis dans Accès, assurez-vous qu'il soit en script. Donc, si vous avez tout configuré ça, normalement, ça devrait fonctionner. Vous allez peut-être avoir à redémarrer, par exemple, votre site web, comme ça ici. Je pourrais redémarrer mon serveur IIS comme ça, en cliquant tout simplement sur « Redémarrer ». Vous avez différents modules, les pages d'erreur qui apparaissent ici, qu'on a vu dans les notes de cours. Vous avez en tout cas, différentes choses qui sont là, que vous allez pouvoir utiliser. Comme par exemple les modules ici. Vous avez CGI module, je m'assure qu'il est bel et bien installé. Normalement, FastCGI module qui est là aussi. Tout devrait fonctionner pour que je puisse faire du PHP. Donc, si je ne suis pas certain, je redémarre après avoir configuré tout ça, le serveur. Et maintenant, je vais aller tester une page PHP dans un navigateur. Où je pourrais tout simplement ouvrir la page par défaut ici, sur mon site web. Regardez présentement, je n'ai pas de Firefox d'ouvert. J'ai Firefox installé par défaut. Je vais cliquer sur « Parcourir » pour aller voir la page web en localhost. Donc, je clique dessus. Il devrait m'ouvrir un beau petit Mozilla Firefox. Puis, regardez ici. Ma première page par défaut, c'est toto.php. Ma page toto.php, il y a un PHP info, parenthèse dedans. Donc, si vous regardez, il va m'afficher toutes les informations du serveur ici, comme on le faisait dans le deuxième laboratoire, sous la version Linux. Donc, vous voyez que j'ai la version de PHP 7.2.7. Donc, on peut voir tous les modules qui sont installés ici. Donc, évidemment, on va sûrement installer quelques modules. Puis, pour installer ces modules-là, il va falloir aller voir. Regardez, j'ai la librairie GD qui est installée ici. Même chose pour MBString qu'on avait besoin d'utiliser dans la première partie. MySQLi qui est installé ici. Ensuite de ça, si je vais voir, en tout cas, j'ai un paquet de modules qui est installé ici. Vous allez pouvoir, de temps en temps, ça se peut que je vous demande d'aller voir dans votre PHP info pour savoir si certains modules sont installés. Donc, j'ai déjà utilisé SOAP qui est là, SQL Server, SRV qui est là, que je vais avoir besoin ici pour faire, par exemple, du MS SQL, ce qu'on va faire dans les cours qui vont venir. Donc, dans cette première partie-là, vous avez très bien vu comment faire pour installer, premièrement, Windows Server dans VMware. Deuxièmement, installer IIS, probablement la version 10 ou plus. Troisièmement, installer PHP dans votre IIS pour être capable d'exécuter des pages PHP, même si on est sur Windows Server, même si on est avec IIS. Donc, c'était la fin de la partie numéro 1. Donc, ce que vous allez avoir à faire, c'est d'installer tout ça dans votre ordinateur chez vous à la maison. Ce que je vais faire en terminant, je vais faire une petite démonstration de la connexion
pour votre projet web. Je l'ai déjà fait avec une ou deux équipes, mais juste pour être sûr, si jamais vous avez des trous de mémoire, vous ne vous souvenez pas comment faire, on va se connecter au serveur que j'ai mis à votre disposition pour le projet web que vous allez avoir à faire. OK, petite démonstration pour le projet web. Si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère fortement de vous connecter au serveur pour continuer votre projet web d'ici la fin de la session. Donc, première des choses, si vous êtes à la maison, vous allez avoir besoin de vous connecter au VPN. Donc, vous pouvez avoir accès au site web sans utiliser le VPN. Par défaut, si je vais voir ici, je ne suis pas connecté au VPN, je peux aller voir ici automne 2020, voir les 3 équipes, puis aller voir leur contenu sans avoir à me connecter au VPN. Par contre, si vous voulez aller modifier le contenu des dossiers pour vos équipes ou aller jouer dans les bases de données, à ce moment-là, il faut absolument vous connecter au VPN parce qu'on a mis trop de sécurité. Donc, ce que je vais faire pour commencer, je vais aller me connecter au VPN. OK. Une fois que je suis connecté au VPN, donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je peux aller voir. Je vais commencer par me connecter via un logiciel de connexion comme FileZilla. Il faut utiliser un autre logiciel si vous le voulez. Moi, je vais utiliser FileZilla. En utilisant FileZilla, s'assurer d'utiliser les bons moyens de se connecter. Donc, c'est-à-dire, je vais aller, par exemple, ici dans le module de connexion. Je me suis enregistré des équipes, puis quand même connecté au serveur ici. Donc, très important, par exemple, si je me connecte à l'équipe 1 de l'automne 2020, de mettre la bonne adresse IP ici, là, qui est 10.2.0.107. Utiliser le protocole SSH pour se connecter. Il va automatiquement mettre le port 22. Ensuite de ça, mettre le nom de votre identifiant ici. Puis ensuite de ça, de mettre votre mot de passe. Donc, normalement, avec ça ici, vous devriez être capable de vous connecter. Par exemple, je vais me connecter à l'équipe 2, automne 2020. Je clique sur connexion. Si tout ça a été bien rempli, puis si le serveur est présentement fonctionnel, parce que je sais que vendredi passé, il y a eu des problèmes au cégep, puis les serveurs étaient down, donc ne fonctionnaient pas. Je vais me connecter ici au serveur. Par défaut, vous allez arriver dans l'arborescence, dans la partie droite de FileZilla. Dans l'arborescence, ici, vous allez arriver dans votre dossier d'équipe, dans lequel je vous ai donné les droits nécessaires. Donc, normalement, vous allez pouvoir installer ici, faire un copier-coller ou tout simplement faire glisser ce que vous avez en local ici, de ce côté-là. Vous allez pouvoir l'utiliser. Par défaut, vous pouvez, si vous configurez comme il faut FileZilla, vous pouvez utiliser un éditeur de texte quand vous ouvrez un fichier. Par exemple, si j'ouvre ce vieux index-là, parce que je ne veux pas scraper ce qui a été fait par l'équipe 2, si je fais afficher, éditer, il va m'ouvrir, par exemple, moi j'ai mis Visual Code Studio comme éditeur par défaut. Donc, il devrait m'ouvrir, regardez le code dans Visual Code Studio, comme ça. Donc, je pourrais venir modifier le code ici, cliquer sur Enregistrer. Ensuite de ça, ce que je pourrais faire, c'est que ici, il me demande, bon, est-ce que je l'ai modifié, est-ce que je veux l'enregistrer? Je clique sur Oui. À ce moment-là, il va envoyer mon fichier sur le serveur. Donc, si vous pouvez travailler comme ça, vous pouvez travailler en équipe, deux collègues, vous pouvez travailler à distance sur des fichiers différents, puis ouvrir les fichiers puis tester vos choses. Immédiatement, quand je fais une modification, je peux venir ici puis vérifier, voir si ça fonctionne. Comme par exemple, si je clique sur l'équipe numéro 1 ici, je sais qu'ils ont déjà mis des fichiers, fait que là, je vois leur page apparaître. Je peux revenir en arrière, essayer l'équipe numéro 2. Ça, c'est la page en construction que j'ai mis dans votre dossier par défaut. Comme ça. Même chose pour l'équipe numéro 3. Regardez, c'est la page par défaut que j'ai mis en construction. Vous pouvez les effacer puis mettre vos propres pages à vous autres. Donc, c'est la façon de fonctionner avec FileZilla ici, la plus facile pour aller placer vos fichiers, puis ensuite de ça, même les modifier puis travailler à distance, ça se fait quand même assez bien. Si vous avez un bon éditeur de texte qui est configuré dans votre FileZilla. En passant, c'est dans FileZilla qu'on peut aller configurer notre éditeur de texte préféré pour ouvrir les fichiers par défaut. Ensuite de ça, il y a les bases de données. Pour les bases de données, vous allez passer par le navigateur ici. Donc, évidemment, il faut absolument que votre VPN soit activé. Vous allez cliquer sur PHPMyAdmin. Si vous êtes connecté au VPN, vous allez pouvoir vous connecter à PHPMyAdmin. Vous allez pouvoir rentrer votre nom d'usager ici, puis votre mot de passe. Moi, je vais me connecter en administrateur. Normalement, ça devrait fonctionner avec votre nom d'usager, qui est, mettons, équipe 1, A2, A20. Ensuite, avec le mot de passe que je vous ai envoyé par Mio. Vous
Vous allez cliquer sur Exécuter. Vous allez vous connecter au serveur. Moi, j'ai toutes les équipes parce que je suis administrateur, mais vous autres, vous devriez avoir seulement votre équipe qui apparaît ici. Donc, votre base de données, vous n'aurez pas le choix. Elle va s'appeler équipe, votre numéro d'équipe A20. Puis ensuite de ça, ben, vous allez pouvoir aller jouer dedans, cliquer dessus, puis aller créer vos tables, faire en sorte que ça fonctionne. Dans votre PHP, quand va venir le temps de se connecter, étant donné que votre PHP est sur le serveur, puis que vos bases de données sont sur leur serveur, pour vous connecter, vous allez placer localhost. Au lieu de mettre une adresse IP, vous allez mettre localhost. Ensuite de ça, vous allez mettre le nom de la base de données, qui est votre équipe numéro A20. Puis ensuite de ça, votre mot de passe, ça va être le mot de passe que je vous ai envoyé par Mio. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez des problèmes, soit pour les fichiers ou soit pour la base de données, évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Le Cégep me paye pour ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Bonne semaine à tous. N'oubliez pas que je suis disponible en laboratoire si vous avez des questions. Puis, pour votre examen aussi, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Merci, bonne fin de journée à tous. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.